Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà entendu parler de Fabrice Tour? Si ce n'est pas le cas, vous êtes sur le point de découvrir l'histoire méconnue de l'un des acteurs clés de la crise financière de 2008. Fabrice Tour était un jeune banquier ambitieux travaillant chez Goldman Sachs, et ses actions allaient provoquer des secousses dans le monde financier. En 2005, Tour a créé un véhicule d'investissement complexe connu sous le nom de Abacus. Cette transaction permettait aux investisseurs de parier contre le marché immobilier, en misant essentiellement sur son effondrement. Abacus était présenté comme un investissement sûr, mais en réalité, c'était une bombe à retardement. Au fur et à mesure que le marché immobilier s'effondrait, Abacus en faisait de même. Tour savait ce qui se passait et était pleinement conscient des risques encourus. Il se référait secrètement à lui-même comme le fabuleux Fab et se vantait de sa capacité à tromper les investisseurs. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que la vérité ne rattrape Tour. Et accrochez-vous bien, nous allons vous raconter tous les détails aujourd'hui. L'histoire de Fabrice Tour sert de rappel sévère du côté sombre de Wall Street. Elle va vous exposer les pratiques non éthiques et la nature trompeuse de certains individus au sein de l'industrie. Vous êtes prêts? C'est parti! Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence! Pour saisir pleinement l'histoire de Fabrice Tour et comprendre le scandale qui a ébranlé les fondements du monde financier, il est essentiel de se pencher d'abord sur le contexte dans lequel ces événements ont pris forme. Pour cela, faisons un bond vers le passé. Notre récit commence lors d'une période de prospérité sans précédent, juste avant l'année 2008. À l'époque, les marchés boursiers étaient en pleine expansion, alimentés par une confiance quasi inébranlable dans la croissance économique continue. C'était un moment où le rêve américain semblait à portée de main pour beaucoup, symbolisé par la propriété immobilière qui était facilitée par des prêts de plus en plus accessibles. Cette facilité d'accès au crédit a conduit à une augmentation spectaculaire de la demande immobilière, poussant les prix des maisons à des niveaux records. Au cœur de cette effervescence économique se trouvaient les produits financiers complexes, en particulier les CDO ou Collateralized Debt Obligations. Ces instruments, spécialement conçus pour regrouper et répartir le risque de crédit, ont rapidement capté l'attention des investisseurs en quête de rendements élevés. Leur attrait principal résidait en fait dans l'innovation de leur structure. Et pour cause, les CDO combinaient divers types de dettes, y compris des prêts hypothécaires, les transformant en titres vendables. Ce processus offrait alors non seulement des rendements potentiellement élevés, mais donnait aussi l'impression d'une gestion maîtrisée des risques. Cependant, sous cette surface séduisante, se dissimulaient des failles critiques. En effet, beaucoup de ces prêts hypothécaires étaient de qualité inférieure, appelés prêts subprime. Ces derniers étaient accordés à des emprunteurs à haut risque, souvent sans vérification adéquate de leur capacité de remboursement. La logique derrière cette pratique était fondée sur l'hypothèse que les prix de l'immobilier continueraient de monter, permettant ainsi aux emprunteurs de refinancer leurs prêts en cas de difficulté. Toutefois, cette hypothèse n'était pas infaillible. Alors que le marché immobilier a commencé à fléchir, la fragilité de ce système s'est révélée. S'en est suivie une augmentation considérable des défauts de paiement sur les prêts hypothécaires subprime, entraînant une cascade de problèmes pour les CDO qui les incluaient. Face à cette situation, les investisseurs ont rapidement réalisé que les risques qu'ils avaient pris étaient bien plus grands qu'ils ne l'avaient imaginé. Et depuis, une vague de panique a été déclenchée sur les marchés financiers, marquant le début d'une crise qui allait bientôt s'étendre à l'économie mondiale. Dans ce contexte de tumulte financier et d'incertitude économique, de jeunes professionnels ambitieux faisaient leur entrée dans le monde de la finance, attirés par les promesses de richesse et de succès. Parmi eux, se trouvait un Français destiné à jouer un rôle majeur dans les événements à venir. Son nom, Fabrice Tour. Ce dernier, fort d'un parcours académique impressionnant, possédait en fait toutes les aptitudes nécessaires pour exceller dans le secteur exigeant de la finance. Formé au sein d'institutions prestigieuses, Tour était donc parfaitement équipé pour entamer sa carrière chez Goldman Sachs, l'une des banques d'investissement les plus renommées. Dès son arrivée, il s'est d'ailleurs démarqué par sa capacité exceptionnelle à comprendre et à manœuvrer avec aisance les produits financiers complexes, une compétence rare qui le distinguait au sein de l'établissement. Ainsi, son parcours chez Goldman Sachs a rapidement pris une trajectoire ascendante, grâce à sa spécialisation dans la conception et la commercialisation de produits financiers sophistiqués, avec un intérêt particulier pour les CDO. Cette spécialisation, alliant complexité et risque, préparait le terrain pour le projet le plus marquant de sa carrière. Ce projet décisif, la création d'Abacus, symbolisait l'apogée de l'ingéniosité financière à cette époque. En tant que CDO synthétique,
Abacus était conçu pour capturer l'essence du marché hypothécaire résidentiel américain, une ambition qui le distinguait nettement dans le monde financier. Sa conception s'inscrivait en fait dans un cadre d'innovation constante, où la finance cherchait à repousser les limites traditionnelles. C'était donc dans cette structure unique d'Abacus, mêlant divers prêts hypothécaires dont des subprimes à haut risque, que résidait la véritable innovation et, par la suite, la source de sa controverse. En effet, la création d'Abacus ne tardera pas à déclencher une série d'événements aux répercussions considérables. Comment cela s'est-il produit? La réponse réside dans le choix des actifs qui composaient ce CDO complexe. John Paulson, un gestionnaire de hedge fund connu pour ses paris agressifs contre le marché subprime, a joué un rôle crucial dans cette étape. Collaborant étroitement avec Tour, Paulson a activement participé à la sélection des actifs hypothécaires, choisissant sciemment ceux qui sont les plus susceptibles de faire défaut. Cependant, ce qui allait susciter la controverse était la manière dont Goldman Sachs a présenté les choix de prêts hypothécaires sélectionnés pour Abacus aux investisseurs. Plutôt que de révéler qu'ils étaient le fruit de la collaboration entre Paulson et Tour, Goldman Sachs a dépeint ces sélections comme étant l'œuvre d'une tierce partie prétendument indépendante, dissimulant ainsi aux investisseurs l'implication directe de Paulson et son pari contre le marché immobilier. Le génie, ou la faille d'Abacus, était alors double. D'une part, il offrait aux investisseurs l'opportunité de miser sur le marché immobilier. D'autre part, sans leur pleine connaissance, il permettait à Paulson de parier contre ces mêmes actifs. Par conséquent, lorsque le marché immobilier s'est effondré, ceux qui avaient investi dans Abacus, y compris des banques européennes comme la banque allemande IKB, ont vu leurs investissements s'effriter, tandis que Paulson, ayant misé sur leur chute, a engrangé des profits considérables. Cette situation a alors non seulement déclenché un véritable scandale, mais elle a également soulevé des questions cruciales sur l'éthique et la légalité dans le monde de la finance. Et la responsabilité de Tour et de Goldman Sachs était au cœur des débats, soulevant des interrogations cruciales. Avait-il trompé les investisseurs en dissimulant le rôle de Paulson? Leur pratique était-elle symptomatique d'un problème plus large dans le secteur financier? Pour répondre à ces questions, la Securities and Exchange Commission a lancé une enquête approfondie en fin 2009, cherchant à démêler les fils de cette affaire complexe. Suite à cela, les répercussions ne se sont pas fait attendre. Ainsi, le 16 avril 2010, la SEC est passée à l'action en annonçant une plainte pour fraude contre Goldman Sachs. Une annonce qui a eu un impact immédiat et retentissant. Et pour cause, l'action de la banque a depuis dégringolé de 12%, envoyant des ondes de choc à travers les marchés financiers. Quant à Fabrice Tour, qui était lui aussi visé par la plainte, il s'est retrouvé projeté sous les feux des projecteurs. Mais le pire n'est pas là. Le 27 avril, Tour et les dirigeants de Goldman Sachs se sont retrouvés face à face avec les sénateurs américains dans une salle comble où chaque mot était scruté avec intensité. Tour s'est défendu avec ferveur, insistant sur le fait que Goldman Sachs avait subi des pertes sur Abacus. Cependant, le vent a tourné de manière inattendue le 15 juillet. Dans un revirement spectaculaire, Goldman Sachs a accepté de verser 550 millions de dollars pour régler l'affaire, laissant Tour seul face aux conséquences juridiques qui l'attendaient. L'histoire de Tour a alors basculé dans un chapitre encore plus tumultueux lorsqu'elle a atteint les salles d'audience emblématiques des tribunaux de Manhattan. La raison? Eh bien, en 2011, Tour, désigné comme le cerveau derrière Abacus, a dû répondre de ses actes devant la justice. Et ses tentatives d'appel, tout comme ses efforts pour changer le cours des événements, se sont avérés vains. C'est ainsi qu'en 2013, après un procès très médiatisé, Fabrice Tour a été reconnu coupable de 6 chefs d'accusation, y compris celui de fraude boursière. Ce verdict a mis en lumière la sévérité de ses actions, se traduisant par une amende de plus de 800 000 $, une somme qu'il devrait payer sans l'aide de son ancien employeur, Goldman Sachs. Néanmoins, même dans le sillage de cette tempête judiciaire, Tour s'est lancé dans un chemin de transformation personnelle et professionnelle. D'ailleurs, avant même que le jugement ne soit prononcé, il avait déjà quitté Goldman Sachs et s'était tourné vers un nouvel horizon. Il s'est en effet inscrit à un doctorat en économie à l'université de Chicago, choisissant ainsi de plonger dans le monde académique, loin de l'agitation de Wall Street. Durant cette période de transition, Tour a également embrassé le rôle d'éducateur. En 2014, il a justement rejoint l'université de Chicago en tant que chargé de cours. Là, il a partagé son expertise en enseignant un cours intitulé « Éléments d'analyse économique ». Cette expérience d'enseignement représentait alors une étape cruciale de sa réinvention personnelle et professionnelle. Sa quête d'un renouveau, entamée après l'obtention de son doctorat, a conduit Tour à redessiner sa trajectoire professionnelle dans l'univers académique, loin des tumultes de son passé dans la finance.
En rejoignant le département d'économie de l'université Northwestern et en devenant professeur assistant à la Copenhagen Business School en 2018, il a démontré une résilience remarquable. Ses rôles prestigieux dans des institutions académiques renommées ne sont pas simplement des étapes dans sa carrière. Ils représentent la transformation d'un homme marqué par la controverse, qui a su se réinventer et se forger une nouvelle identité. L'histoire de Fabrice Tour, au-delà des scandales et des procès, est donc celle d'une renaissance, illustrant la capacité humaine à se reconstruire et à trouver un sens dans l'adversité. Son parcours, riche en leçons, clôt ainsi une page de l'histoire financière moderne tout en ouvrant un chapitre sur la résilience et le renouveau.